L'idée, c'était de prendre 30 secondes pour vous présenter Ritmo Agro-Environnement. Ritmo, c'est quoi? C'est un centre de ressources technologiques basé à Colmar, dans le Grand Est. On est spécialisé sur les matières fertilisantes, les produits de biocontrôle et l'agriculture bas carbone. On a un statut associatif, droit local alsacien, et donc on fonctionne avec des adhérents. Beaucoup d'entre eux sont adhérents à Ritmo et à un conseil d'administration. Voilà. Ritmo, c'est aussi beaucoup d'équipements. Donc, on a des plateformes technologiques pour la transformation des matières organiques et le traitement des matières organiques, donc, dont une plateforme qui est mobile. On a plusieurs laboratoires, donc pour le sol, la microbio, biologie moléculaire, et on a des serres, des chambres de culture, donc pour les essais sur les matières fertilisantes, produits de contrôle, etc. Au niveau des activités, nos activités principales sont des travaux de R&D et des différents tests et essais, analyses pour la démonstration de l'efficacité des produits, l'innocuité des produits. Donc voilà, donc tout ce qui tourne autour de la R&D pour les matières fertilisantes. Et on a une expertise réglementaire, je vais en parler tout à l'heure, avec notamment Ritmo Regulatory Service. Et personnellement, donc moi, je suis Mohamed Ben Brahim, je suis le responsable au sein de Ritmo de la thématique nutrition et stimulation des plantes. Et j'anime aussi le Ritmo Regulatory Service sur les aspects réglementaires, sachant que c'est un service qui est transversal avec la participation de tous les collègues. Un petit aperçu pour, euh, pour Ritmo avant de rentrer dans le vif du sujet. Comment on a prévu cette heure donc, de fin de matinée. Donc, je vais continuer moi la parole avec 2 ou 3 slides juste pour un petit rappel du règlement européen et une introduction, j'allais dire, au webinaire. Après, je vais passer la main à Anne-Sophie de Eurofins Certification, donc pour l'évaluation de la conformité, comment ça marche, le point de vue de l'organisme notifié. Je reprendrai la main sur la documentation technique pour parler de quelques points clés, donc on a préparé avec mon collègue Laurent. Et là, je m'excuse déjà, je ne pouvais pas aborder tous les points que vous m'avez demandé, donc il y en a certains qui vont se retrouver, d'autres pas. Désolé déjà par avance. Et puis après, on reprendra la thématique, enfin le quart d'heure ou 20 minutes selon le temps qu'on aura pour les questions-réponses. Donc voilà. Un petit rappel sur le règlement européen 2019-1009. Donc ça, je pense que tout le monde le connaît pour l'instant. Donc le règlement dit FPR, il concerne les engrais, les amendements. Donc on va trouver les amendements organiques et les amendements minéraux, les amendements au sol. On a les supports de culture, les biostimulants et certains additifs, donc les inhibiteurs des agents chélatants, complexants, etc. Donc, ce règlement européen 2019-1009, il s'intègre, il est en lien avec pas mal d'autres règlements. Donc, on a principalement ici le règlement REACH, donc il y a une vraie connexion entre le FPR et le règlement REACH. On a bien entendu tout ce qui est étiquetage avec CLP, mais pas que. Interaction avec les sous-produits animaux, avec donc pas mal d'autres, la directive déchets pour certains CMC. Donc voilà, donc bien que le règlement il concerne les matières fertilisantes de manière générale, mais il y a une interaction et un lien parfois assez fort avec d'autres règlements qui parfois devient un petit casse-tête. Bon, pas si casse-tête que ça, mais bon, ça peut causer quelques soucis d'interprétation notamment. Donc voilà. Personnellement, quand je parle de règlement européen, j'aime bien le présenter de manière générale sous forme d'un tableau à 2 entrées. Donc, on a d'un côté, au niveau des colonnes, les PFC. On a les 6 PFC, engrais, amendements, etc. Et le 7e qui est la combinaison du fertilisant. Et c'est matières fertilisantes, CPFC, et sont constituées d'une liste de matières constitutives, les CM. Aujourd'hui, on est à 15, demain, on sera à 16 ou 17, peu importe. Donc voilà, c'est une liste de matières constitutives.
Et pour avoir la conformité, donc la conformité des matières fertilisantes, et si on met de côté un petit peu le module A1 qui concerne l'ammonitrate concentré, ben on se retrouve avec trois types de possibilités pour imposer, pour avoir cette conformité par rapport au règlement européen. Je ne vais pas en dire plus par rapport à ce stade parce que là, c'est justement quelque chose que Anne-Sophie va nous développer. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Donc voilà, donc je pense que Anne-Sophie, arrêtez-moi mon partage, je pense, pour Et que... ça marche. Je récupère la main dans ce cas-là. Ah. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Bonjour à tous, donc moi c'est Anne-Sophie Rodier, donc je suis responsable commerciale chez Eurofins Certification. Et donc aujourd'hui, je suis également accompagnée de Hayat Smail, qui est responsable qualité chez nous, également responsable du processus de certification pour les fertilisants et qui m'aidera donc à répondre à toutes vos questions donc à la fin de la session. Très rapidement, donc pour nous présenter, donc Eurofins Certification, donc c'est une structure du groupe Eurofins qui est vraiment indépendante par rapport aux autres entités qui existent au sein d'Eurofins et qui est dédiée spécifiquement au métier de la certification. Donc, on fait uniquement de la certification. Donc, c'est une entreprise qui a une vingtaine d'années et on intervient donc sur deux grands domaines d'expertise d'Eurofins. La partie agriculture et fertilisant, donc maintenant, et la partie agroalimentaire et sur des prestations, donc audit de certification et évaluation de conformité, qui sont équivalents du côté des fertilisants. Donc comme indiqué par Mohamed, donc les fertilisants, on va diviser en PFC et CMC. Donc un produit, c'est vraiment une fonction PFC et une ou plusieurs CMC. Et derrière, en fonction de ce couple-là, PFC-CMC, donc il va y avoir différents critères spécifiques en termes de qualité et de sécurité donc à respecter, et 4 contrôles différents selon donc ces couples PFC-CMC. Donc les 4 modules donc que j'ai repris ici, donc les modules A, A1, B plus C et D1. Donc le module A, c'est le seul module qui est possible de réaliser sans faire appel à un organisme notifié. Et quel couple PFC-CMC donc il concerne? Donc c'est pour les PFC 1 à 4. Si seulement 6 sont composés donc des CMC 1 sauf inhibiteur, CMC 4, 6, 8 et 11. Deux exceptions. Donc les deux exceptions, donc c'est les fertilisants à base de nitrate d'ammonium à fort teneur en azote et les PSC7 qui ont 28% ou plus de nitrogène. Et pour ces deux cas spécifiques, donc c'est uniquement le module A1 qui pourra être réalisé en termes de contrôle. Donc module A sans organisme notifié. Module B plus C, en fait, on retrouve l'ensemble des PFC CMC du module A plus les PFC 5 à 6, donc celles que j'ai mis en orange dans mon slide, et les CMC 2, 7, 9 et 10. Et le dernier, donc le module D1. Donc de même, on retrouve l'ensemble des couples PFC-CMC des modules A et B plus C, et en plus, donc les CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15. Et nous, dans tout ça, donc sur quoi on intervient? Donc notre scope d'intervention, c'est les modules B plus C et D1. Et pour ces deux modules, on intervient sur l'ensemble des PFC et CMC. Donc si on rentre dans le détail de ces quatre types de contrôle, donc le module A, donc contrôle interne de fabrication, donc directement réalisé par la fabrication, aucune intervention d'organisme notifié. Sur le module A1, donc je détaillerai un petit peu plus après le contenu du module A. Mais sur le module A1, on est vraiment à l'identique d'un module A, sauf qu'en plus, donc il y a des essais supervisés qui vont être réalisés donc par un organisme notifié. Sur le module B plus C, donc c'est vraiment lié, donc c'est vraiment pas l'un sans l'autre, les deux vont ensemble. Ce qu'on appelle module B, en fait, c'est la partie de ce module qui va être réalisée par l'organisme notifié, donc c'est une évaluation documentaire.
portant donc sur la conformité des fertilisants aux réglementations UE 2019-1009. Et cette évaluation documentaire, elle va être suivie d'un contrôle interne réalisé par le fabricant de conformité. Donc là, il s'agit en fait pour le fabricant, donc de bien indiquer donc lors de la production d'un produit que cette production va être réalisée vraiment conformément à l'évaluation documentaire qui va être réalisée par l'organisme notifié. Donc ça va être vraiment de l'analyse, des risques, du contrôle de qualité, ce genre d'éléments qu'on va retrouver dans la partie, C. Et module D1, donc assurance de la qualité du procédé de fabrication. Donc là, on va avoir 2 étapes. La partie 1, donc c'est une évaluation documentaire. Donc là, on va vraiment retrouver, comme pour le module B, l'évaluation documentaire par l'organisme notifié. Et l'étape 2, et donc l'étape 2, c'est un audit sur site, directement sur le site du fabricant, lors duquel donc l'organisme notifié, pardon, va évaluer la conformité, hop, j'arrive pas, hop, évaluer la conformité donc des processus de contrôle qualité en place. Un point important, concernant les modules B+C et D1 à garder en tête, c'est que le module B+C, c'est vraiment pour un produit donné. Donc il y a vraiment un dossier complet d'évaluation à faire, pour un produit. Et donc chaque produit va être évalué séparément et derrière, donc on va avoir une attestation de conformité en cas de résultat, positif, par produit. Le module D1, lui, par contre, il peut s'appliquer à un ou plusieurs produits. Dans la mesure où vous avez, un site de fabrication, oui, de fabrication qui regroupe plusieurs produits différents, donc plusieurs couples. On parle vraiment un produit, c'est vraiment un couple PFC-CMC. Vous allez pouvoir, en fait, demander une évaluation non pas pour un produit, mais pour l'ensemble des produits fabriqués par ce site et obtenir derrière donc l'attestation de conformité, pour l'ensemble des produits fabriqués sur ce site. Donc si on rentre un petit peu dans le détail, donc module A, donc c'est vraiment le fabricant qui va déclarer et garantir sous sa seule responsabilité que le fertilisant concerné va bien être conforme aux réglementations RU 2019-1009. Donc ça va être vraiment un dossier et des preuves donc à élaborer. Et dedans, on va retrouver une partie, documentation technique sur lequel on va voir, la description des produits, le détail des processus de fabrication de ce produit, l'utilisation, qui est prévue. On va également retrouver les normes harmonisées qui sont concernées, pour ce produit, l'étiquetage, l'analyse des risques, lors de la chaîne de fabrication, par exemple, les tests d'efficacité, notamment pour les, biostimulants, et également donc les résultats des calculs réalisés, des contrôles effectués et l'ensemble des rapports d'analyse qui permettent de prouver, par exemple, qu'il n'y a pas de risque, microbien sur ce produit. La deuxième partie, donc suivi et conformité des processus de fabrication. Donc là, il s'agit vraiment de décrire, de prouver en fait que, ce qu'on a indiqué dans la partie documentation technique est bien contrôlé et qu'on a bien l'assurance, que, les contrôles qui vont être mis en place en interne vont permettre de respecter pour les produits fabriqués, donc ce qui a été, prévu en étape 1. Et la dernière partie, donc marquage CE. Donc là, c'est vraiment, une fois qu'on a, fait la partie documentation technique, on a bien regardé la conformité du processus, qualité. Derrière, donc le fabricant va pouvoir apposer le marquage CE sur chaque emballage qui est conforme à la réglementation et établir une déclaration de conformité, pardon. Et cette partie-là, la partie 3, donc quel que soit le module en fait, que ce soit AA1, B+C ou D1, dans tous les cas, c'est le fabricant qui va apporter le marquage CE sur chaque emballage, et établir la déclaration de conformité. Sur le module A1, donc on retrouve exactement la même partie que pour le module A, qui est décrite ci-dessus. Ce qui va changer, donc c'est la partie, essais supervisés par un organisme notifié, et en fait, ces essais vont concerner 2 points en particulier, donc la partie rétention d'huile et la résistance à la détonation. Et ces, 2 types d'essais, donc ils vont être réalisés tous les 3 mois sur un échantillon représentatif du fertilisant, et sous la responsabilité de l'organisme notifié. Donc l'organisme notifié va, avoir vraiment la responsabilité uniquement de la partie essai supervisée. Tout le reste est vraiment, à la responsabilité du fabricant. Et donc quels que soient ces 2 modules, lors d'un contrôle par les autorités,
le fabricant doit pouvoir montrer en fait ce dossier correspondant au fertilisant avec l'ensemble donc des preuves, les analyses de risque associées, et cetera, pour prouver que les produits sur lesquels il a apporté le marquage CE, sont bien conformes à la réglementation. Derrière, module B+C, donc évaluation documentaire par l'organisme notifié, le B. Puis derrière, le contrôle interne de conformité, partie C. Donc ce module B+C, il est valable 5 ans. Donc ça veut dire que tous les 5 ans, vous allez devoir refaire un dossier complet d'évaluation et revenir vers l'organisme notifié pour de nouveau avoir une validation de votre produit. Donc qu'est-ce que regarde l'organisme notifié? Donc il va vraiment reprendre, toute cette partie, hop, ce qu'on a vu du module A. Il va regarder les différents éléments, il va les examiner, vérifier que c'est bien, conforme par rapport à la réglementation. Il va regarder également qu'il y ait bien tous les éléments nécessaires pour répondre aux exigences du règlement. Si c'est bon, donc il va attester que le fertilisant UO va bien répondre à cette réglementation. Donc un point également à prendre en compte, donc si jamais lors de l'évaluation, documentaire, l'organisme notifié se rend compte, par exemple, qu'il manque certaines analyses nécessaires par rapport à la réglementation, donc il va dans ce cas-là revenir vers vous, pour vous demander de réaliser les analyses manquantes. Donc c'est pas quelque chose qui va bloquer le processus d'évaluation, mais ça veut dire qu'on va devoir attendre pour statuer, d'avoir les résultats de ces analyses, afin de pouvoir vraiment avoir l'ensemble des éléments, demandés par le règlement pour statuer. À la fin de ce module B, donc vous allez recevoir un rapport d'évaluation, qui va indiquer le résultat, en fait, de cette évaluation, donc conforme ou non conforme et également potentiellement un plan d'action, à renseigner, notamment en cas de non-conformité, mineure, majeure ou critique, vous allez devoir donc renseigner et renvoyer à l'organisme notifié pour qu'il puisse statuer, sur le résultat de son évaluation. Si c'est conforme, donc l'organisme va émettre, une attestation d'examen, de type UE, une attestation de conformité et il va informer derrière l'autorité compétente, donc en France, la DGCCRF, de ce résultat. Il faut également donc garder en tête qu'on a l'obligation en termes d'organismes notifiés, de rendre le résultat de cette, évaluation visible et accessible à tous. Donc sur notre site internet, vous allez retrouver derrière le résultat, public, indiquant donc, pour tel fertilisant, l'entreprise, concernée, a obtenu ou non donc un résultat d'évaluation. Derrière, donc dans tous les cas, même si c'est non conforme, on a l'obligation de déclarer ce résultat à la DGCRF ainsi qu'à l'ensemble des autres organismes notifiés. Une fois que vous avez ce résultat de l'organisme notifié, donc module C, donc là, le fabricant va vraiment, décrire et attester que les produits donc qui sont fabriqués, au fur et à mesure sont bien conformes à cette évaluation et s'ils sont conformes, à poser le marquage CE sur l'emballage des produits. Module D1, donc le dernier, donc celui-ci, il a une validité de 3 ans. Donc tous les 3 ans, il faut vraiment refaire l'ensemble du processus et il est constitué de 2 étapes. Étape 1, évaluation, documentation technique, des preuves et des résultats d'analyse. Donc là, de nouveau, on retrouve la même chose que pour les modules B, ou A, par exemple. Sachant qu'à la fin de cette étape 1, vous allez recevoir un plan d'action, donc à renseigner et compléter par le fabricant et à renvoyer à l'organisme notifié. Derrière, ops, pardon, petit problème, avec la souris. Donc l'audit sur site. Donc sur l'audit sur site, il s'agit vraiment d'évaluer la conformité des processus de contrôle qualité mis en place, par le fabricant et un point également à noter lors de l'audit sur site pour les composts et digestats, donc uniquement pour les composts et digestats, on va avoir en fait des prélèvements d'échantillons qui vont être réalisés, lors de l'audit sur site. Donc des prélèvements d'échantillons pour analyse, et qui feront partie du dossier. À la fin de cette deuxième partie, de nouveau un plan d'action à compléter, mais vraiment un plan d'action sur cette partie 2 d'audit sur site. Et derrière, vous allez recevoir un rapport, donc qui va vraiment concerner les résultats à la fois de la partie documentaire et la partie audit sur site. Si les résultats sont conformes aux exigences, donc l'organisme notifié va émettre une décision favorable et va notifier toujours pareil, donc là, ce résultat auprès de la DGCCRF, et rendre visible sur son site internet ce résultat.
Dernière partie qui reste donc pour le fabricant, donc c'est d'apposer ce marquage CE sur les produits qui sont conformes. Et cette fois-ci, par contre, vu qu'il y a eu un audit sur site, le marquage CE va être apposé sous la responsabilité de l'organisme notifié. Derrière, donc là, c'est vraiment sur l'audit initial, audit 1, donc étape 1, étape 2. En année 2 et 3, donc il va y avoir des audits de surveillance. Et dans cette audit de surveillance annuelle, par contre, ça va pas être de nouveau un audit complet d'évaluation documentaire plus d'audit sur site, mais uniquement une partie d'audit sur site. Concrètement, comment ça se passe lorsque vous avez une demande de certification à soumettre? Donc nous, on va recevoir une demande et vous allez recevoir une fiche de renseignement, donc ce qu'on appelle chez nous une FRDA, dans laquelle on va vous demander donc quel PFC est concerné, quels sont les CMC associés de votre produit. Est-ce que vous souhaitez un module B ou un module D1? L'ensemble des informations concernant l'entreprise concernée, donc son nom, son numéro TVA, ce type d'informations administratives, les allégations. Et s'il s'agit d'un module D1, donc on va également avoir besoin donc de connaître l'adresse du site, sur quel lieu nous devons intervenir, d'avoir une idée de la taille du site. Et si, par exemple, vous avez plusieurs sites de fabrication, de savoir un petit peu quel site fabrique quoi. Une fois que nous avons tous ces éléments, donc vous allez recevoir un devis par rapport donc à votre demande. Une fois le devis signé, vous allez également recevoir une convention. Donc il s'agit en fait d'un contrat entre le fabricant, l'entreprise concernée et l'organisme notifié. Et également, donc, lors de cet envoi de convention, vous allez recevoir un règlement, donc le règlement de certification dans lequel vraiment tout le processus sera détaillé et vous retrouvez notamment toutes les informations sur qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une non-conformité majeure, combien de temps j'ai pour répondre à l'organisme notifié. Voilà, enfin, c'est vraiment ce type d'information sur tout le processus et savoir en fonction de chaque étape, qu'est-ce qui se passe en résultat, comment les prochaines étapes vont être déclenchées, quel délai, ce type d'information. Derrière, une fois qu'on a tout, donc tout, c'est le devis signé, la convention signée et surtout tous les éléments requis pour pouvoir démarrer l'évaluation. Donc on va lancer l'évaluation. Vous allez me demander: «Mais comment savoir quels sont tous les éléments requis?» Tout simplement, donc de notre côté, lorsqu'on vous envoie la fiche de renseignement, vous allez aller voir en fait à la fin de la fiche de renseignement, un tableau en fait qui va reprendre tous les différents éléments qui sont requis, pour lancer l'évaluation. Donc les résultats d'analyse, qu'on va demander par exemple, la description du processus de fabrication, la description de l'utilisation prévue. Donc vraiment tous les grands chapitres qui sont imposés par la réglementation vont être repris, pour vous aider à élaborer donc le dossier. Donc on reste factuel, hein, bien évidemment, mais c'est vraiment les points de la réglementation, qui sont repris pour vous aider à voir ce qui est attendu, vraiment. Dans l'ensemble de l'évaluation documentaire, donc une fois que c'est terminé, vous allez recevoir donc sous 10 jours ouvrés, un rapport, donc vous indiquant donc le résultat de l'évaluation faite et également donc comme j'indiquais tout à l'heure, un plan d'action à compléter. Donc nous, pour pouvoir statuer, on va avoir besoin, de votre retour, d'avoir, votre retour sur les actions que vous allez mettre en place pour répondre aux potentielles non-conformités, qu'on va soulever lors de l'évaluation. Nous allons valider ce plan d'action, et une fois qu'on a le rapport et le plan d'action qu'on a validé, on va pouvoir émettre une décision et notifier cette décision auprès de la commission, auprès, pardon, de la DGCCRF et auprès des autres organismes notifiés, ainsi que sur notre site web. L'ensemble du processus, donc vraiment à partir du moment où on a l'ensemble des éléments nécessaires, convention signée, éléments requis, jusqu'à la partie décision, donc il faut en compter 8 semaines maximum pour avoir ce résultat. Et comme je disais derrière, réévaluation tous les 5 ans. Le module D1, donc je ne vais pas redétailler toutes les étapes, je vous rassure. Ce qui va changer donc après l'évaluation documentaire, c'est l'audit sur site. Et en fait, donc de notre côté, afin de perdre le moins de temps possible, on va lancer la partie planification de l'audit sur site avec vous. Donc vraiment, au moment où on va déclencher l'évaluation documentaire. Donc à ce moment-là, dès qu'on a tous les éléments requis, convention signée,
On va pouvoir se lancer l'évaluation documentaire et planifier directement les dates d'audit sur site pour pouvoir anticiper. À la fin de cet audit sur site, plan d'action à compléter. Derrière l'audit sur site et prélèvement pour analyse uniquement donc pour les composts et digestats. À la fin, donc l'envoi du rapport, réception du plan d'action complété par le fabricant. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir émettre la décision. Derrière, année 2 et 3, donc de nouveau les audits de surveillance, uniquement la partie audit sur site. Et tous les 4 ans, par contre, un réaudit complet, partie documentaire plus audit sur site, à réaliser. En termes de délai, donc sur le module D1, donc forcément, c'est un module qui va être un peu plus lent, vu qu'il y a 2 parties, dont une partie sur site. L'audit sur site, à partir du moment où on a tous les éléments, il se réalisait sous environ 2 à 3 mois, donc pour pouvoir, terminer, évidemment ce qui est indispensable, la partie documentaire avant d'aller sur site. Et la décision de conformité et notification sous 4 à 5 mois. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc pour résumer, juste un point que je vais préciser quand même avant de reprendre. Sur la partie analyse, donc on a eu plusieurs questions, sur ce point. Donc qu'est-ce qui est imposé par la réglementation? Donc il demande des analyses qui datent de moins de 2 ans, pour le dossier et ces analyses, elles doivent être réalisées donc soit par des laboratoires qui sont référencés par votre organisme notifié ou soit tout simplement par, des laboratoires qui sont accrédités pour les fertilisants. Et donc l'organisme notifié va prendre, en compte, les éléments que vous lui envoyez, donc pas forcément, nos laboratoires, mais des laboratoires qui sont accrédités pour réaliser ces analyses, conformément au règlement, bien évidemment, 2019-1009. Donc on va faire une certification, donc on est le seul organisme à date français, notifié pour évaluer la conformité des fertilisants et biostimulants, donc selon la réglementation UE 2019-1009. Nous intervenons donc sur, l'ensemble des PFC et CMC pour les modules B et D1. Et également donc un point, à noter, donc on réalise des évaluations de conformité en France, mais on peut également intervenir à l'étranger. Et réaliser, donc si vous en avez besoin, des évaluations en anglais, par exemple, si vous avez des filiales dans d'autres pays, au sein de l'Union européenne. Et c'est tout pour moi, Mohamed, je vais te le reprendre la main et je répondrai tout à l'heure avec Hayat avec plaisir, à vos questions. Mohamed, du coup, est-ce que c'est bon, on t'entend plus? J'imagine que tu as le micro qui est encore coupé. Oui, Ah, c'est tout bon. à fait. Merci, oui, merci. Oui, donc là, vous avez le son et vous avez l'image, donc ça, c'est bon. OK. Merci en tout cas, oui, pour ces informations. Et donc, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, donc effectivement, qu'on va reprendre par la suite. Moi aussi, j'en ai. Donc, moi, je vais continuer donc cette partie voilà, et revenir plutôt sur la documentation technique, donc la partie qui est commune, quel que soit le module choisi est possible, et où je vais reprendre quelques points clés. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne pouvais pas tout évoquer tout ce qui a été demandé, mais bon, voilà, il fallait choisir quelque choix. Donc, grosso modo, je vais parler de 4 points. Et désolé encore pour ceux qui ont pour la partie D1, parce que sur la partie qualité et management de qualité, etc., je ne vais pas l'aborder, mais il ne faut pas hésiter à revenir vers moi si vous avez des questions. Là, aujourd'hui, je vais parler des matières constitutives et encore, je vais parler que de la CMC, hein, on verra tout à l'heure, de les méthodes harmonisées par rapport à ce que disait Anne-Sophie tout à l'heure, par rapport aux certifications, etc. L'évaluation du risque, parce que c'est aussi quelque chose qui m'a été vraiment posé comme question plusieurs fois, et je finirai par un exemple d'étiquette. Donc voilà. Alors, euh,
la conformité, documentation technique, conformité des CMC1. Donc, la question qui revient assez souvent, c'est comment être sûr qu'une matière première est bien conforme à une CMC1. Alors, première partie, CMC1, donc ce sont quoi? Ce sont les substances au mélange de substances vierges. Normalement, ce sont des substances, des produits qui sont enregistrés dans REACH avec un dossier de sécurité chimique. Et pour un point qui est aussi important, c'est que, Anne-Sophie l'a dit tout à l'heure, pour les PFC qui sont, par exemple, constitués exclusivement de CMC1, pour certains PFC, la conformité peut être faite avec un contrôle interne. Donc module A. Et parfois, c'est là où on a pas mal de questions de dire finalement, est-ce que je suis sûr ou pas que je peux utiliser le module A sans passer par l'organisme notifié. S'il y a passage par un organisme notifié, pardon, je vais allumer. Voilà. S'il y a passage par un organisme notifié, au moins il y a un contrôle et on peut revenir sur un point. Quand il n'y a pas de ce contrôle externe, entre guillemets, et on est uniquement sur un contrôle interne, après, c'est vraiment, s'il y a un souci, c'est uniquement avec les contrôleurs de la DGCRF qui va y avoir le souci. En tout cas, la conformité d'une matière première comme une CMC1 est une responsabilité du fabricant, du PFC, et pas du fournisseur de la matière. Donc, pour être sûr, première chose, c'est d'obtenir le maximum d'informations du fournisseur. Donc, y compris des attestations si c'est possible, etc. Mais en tout cas, le maximum d'informations. Et dans le maximum d'informations, il y a toute la partie d'enregistrement sur REACH. De faire vraiment attention à la liste des exemptions. Pardon. Donc voilà, l'annexe 4, l'annexe 5, de faire attention à certains phrases, de dire, bon, cette matière première est conforme à REACH. Là, ce qui est demandé par le règlement, c'est quand même un enregistrement dans REACH. D'avoir une FDS conforme pour l'étiquetage et de bien la décrypter. Il y a quand même pas mal d'informations qui figurent sur les FDS. Donc, il faut essayer d'exiger les FDS. Voilà. Mais par contre, la présence d'une FDS ne veut pas dire forcément que tout est bon et que toutes les informations sont bonnes, voire même que la FDS est conforme à la réglementation européenne. Donc là, il faut quand même voilà, faire attention et regarder, décrypter les FDS. Pour les mélanges, donc s'intéresser à chaque substance du mélange avec un petit peu la même procédure. Et ne pas hésiter à aller vérifier. Donc, au niveau européen, on a quelques sites avec des informations publiques qui peuvent aider à s'assurer qu'on est bel et bien dans la notion de CMC1. Et donc, au moins pour le module A, qu'on est capable de faire une attestation de conformité et qu'on est sûr de nous. Donc, voilà. Là encore, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter sur cette partie-là. Voilà, le deuxième point. Donc là, Anne-Sophie l'a abordé tout à l'heure. Donc voilà, je reprends un petit peu quelques points quand même parce que voilà, le règlement exige quoi? Le règlement exige des méthodes fiables et reproductibles. Et on a la notion de méthode harmonisée, donc harmonisée au niveau européen, et ces méthodes harmonisées sont considérées comme fiables et reproductibles. Au niveau européen, donc, les méthodes harmonisées sont élaborées au niveau du Comité européen de normalisation. On a 3 principaux groupes de travaux sur les amendements au sol, sur les engrais fertilisants et sur les biostimulants. C'est un package de normes qui est important et que toutes ces normes-là sont reprises en France par le bureau de normalisation Benferti qui fait aussi un travail phénoménal là-dessus. Voilà, Ritmo participe à tous ces groupes-là, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau, au niveau français, avec tous mes camarades-là. On a chacun dans un ou deux groupes de travaux. On n'est pas le seul, bien entendu. Hein, il y en a des gens qui sont autour de nous aujourd'hui et qui font ce travail-là. Donc voilà, mais en tout cas, il ne faut pas il faut pas hésiter à revenir vers nous si vous avez des questions là-dessus.
Voilà. Dernier point sur ces méthodes harmonisées qui sont à privilégier au-delà de la partie certification. Moi, je poserai tout à l'heure une question à Anne-Sophie sur cette partie de certification et c'est pas de certification, pardon, des laboratoires accrédités sur les accréditations. Mais en tout cas, ces méthodes sont éprouvées par la plupart par des tests interlaboratoires. Donc, ces tests interlaboratoires auxquels participe Ritmo garantissent quelque part une homogénéité, en tout cas, des résultats. Ce sont des méthodes théoriquement non opposables juridiquement et a priori, ce sont aussi les méthodes officielles pour les contrôles. Donc, il faut vraiment privilégier ces méthodes-là. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que beaucoup de laboratoires, on a Fabrice, etc., qui est parmi nous aujourd'hui, ou Auréa, etc., est-ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de laboratoires qui sont déjà accrédités sur ces normes qui sont en train de sortir, mais ça va se mettre en place petit à petit. Voilà, je donne un exemple pour ces méthodes d'essai pour la quantification des micro-organismes, donc utilisables dans les PFC biostimulants avec micro-organismes, donc les CMC7. Les travaux donc au niveau européen donc aboutir à différentes méthodes harmonisées. Donc ils sont actuellement en projet d'écriture pour les normes, avec plusieurs tests interlaboratoires auxquels participe l'équipe microbio de Ritmo. Donc, ces méthodes-là, c'est basé sur deux trucs. La première partie, c'est la quantification, puis après l'identification. Mais en tout cas, ces méthodes-là harmonisées, ils vont donner un certain résultat. Il faut les privilégier par rapport à d'autres méthodes qui sont valable parce que scientifiquement, ils ont montré aussi une efficacité et des preuves, etc. Mais par contre, ils ne sont pas harmonisés et donc les résultats, s'ils sont différents par rapport aux méthodes harmonisées, peuvent causer quelques soucis en cas de contrôle. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, après, le troisième point que je voulais aborder, c'est la notion de l'évaluation des risques. Pourquoi? Parce que là encore, c'est un point qui revient assez souvent. Comme vous le savez tous, donc le règlement européen exige une évaluation des risques adéquate, une évaluation adéquate des risques, sans donner vraiment d'indication sur la méthodologie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, la documentation technique doit comprendre un volet, un chapitre évaluation du risque, et Anne-Sophie l'a dit 2 ou 3 fois tout à l'heure. Donc, voilà, mais par contre, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations claires, nettes et précises sur comment faire ça. Donc, du coup, comme on m'a posé la question, j'ai repris un petit peu un rappel sur l'évaluation du risque. C'est des généralités que beaucoup d'entre vous connaissent. Première étape, donc l'évaluation des risques se fait en 3 étapes. La première, c'est la caractérisation de la substance et l'identification des dangers qui sont liés intrinsèquement aux produits ou à la substance, donc les propriétés physico-chimiques, des informations toxico, écotoxicologiques, etc. Prendre en compte l'exposition. Donc, l'exposition, c'est les cibles. On parle de qui? De l'utilisateur. Tout à l'heure, comment Anne-Sophie a parlé des risques lors de la fabrication. Voilà. Donc, les cibles, est-ce que c'est les travailleurs? Est-ce que c'est l'agriculteur? C'est le consommateur? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est le compartiment eau, le compartiment sol, etc. S'intéresser à l'exposition cible et aux doses d'exposition. Et en fait, l'intégration du danger et de l'exposition permet de faire cette évaluation du risque. Donc, et dans l'évaluation du risque, il y a là encore plusieurs points à prendre en compte. Donc, à court terme, à long terme, comme je disais tout à l'heure, les différentes cibles. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le principe d'évaluation des risques de manière générale. Théoriquement, des produits qui sont inscrits dans REACH et notamment avec le dossier de sécurité chimique qui couvre la fertilisation et l'utilisation agricole. Donc, on a quelques informations. Donc voilà, donc il faut vraiment regarder bien les FDS des produits
Il y a quand même pas mal d'informations qui peuvent y apparaître. Ça ne veut pas dire qu'il y a tout, mais en tout cas, bien décrypter les FDS, je le redis encore une fois. Et pour nous, en tout cas, notre conseil, c'est dans la rédaction des évaluations des risques, c'est d'adapter en tout cas cette approche générale, cette approche assez classique, de l'adapter au cas par cas à chaque produit. Et donc, selon la nature du produit, les CMC qui les constituent, la disponibilité des données, que ce soit sur la FDS du produit lui-même, que ce soit sur la FDS des produits, des matières premières qui sont utilisées pour fabriquer, parfois, on est amené aussi à réaliser un certain nombre de tests, pardon, toxico ou écotoxicologiques. Donc, voilà, avec des méthodes, là encore, qui sont reconnues au niveau international, des méthodes OCDE et tout. L'objectif de ces tests permet d'évaluer, ou plutôt de déterminer des valeurs seuil, voilà, des valeurs critiques, des valeurs seuil qui caractérisent le danger. Et c'est la comparaison de l'exposition à ces valeurs seuil qui va faire qu'on va pouvoir comment évaluer les risques, l'accepter ou pas, faire les marquages qui vont avec au niveau de l'étiquette ou des fiches techniques. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, je ne me rappelle plus, mais si j'oublie quelque chose, je m'en excuse. Voilà. Donc voilà, après, le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est effectivement l'étiquette, parce que là encore, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Honnêtement, je pense que le règlement européen est assez clair quand même sur l'étiquette. Il y a pas mal de documents aussi au-delà du règlement européen qui sont publiés pour aider à faire de la bonne étiquette. Pour nous, c'est quoi la bonne étiquette? Une bonne étiquette, donc il y a grosso modo 6 rubriques qu'il faut absolument que ça figure avec d'une manière bien claire pour l'utilisateur. Première rubrique, c'est évidemment le type de PFC et les éléments de caractérisation qu'on appelle, nous, éléments de marquage, donc les teneurs, etc., les particularités, le nom commercial, les indications sur la procédure, s'il y a besoin, si le produit a été autorisé via un organisme notifié, donc l'étiquette doit comprendre le numéro de l'organisme notifié. La deuxième rubrique, c'est la liste des matières premières, donc des CMC. Donc voilà, là encore, le règlement est assez clair avec des indications sur la forme physique. Donc voilà, est-ce que c'est des produits liquides, suspension, voilà, la forme physique du produit. La troisième rubrique, c'est des instructions d'utilisation. Alors, c'est vrai que pour les engrais, etc., des choses qui sont très classiques, c'est relativement facile, voilà, mais pour des biostimes, par exemple, ça peut être un petit peu compliqué. Donc là, ce qu'il faut, il faudra vraiment avoir des instructions d'utilisation le plus claires possible. Donc, les types de culture, les doses, les périodes d'apport, etc., les conditions de stockage pour que l'agriculteur puisse conserver convenablement son produit. Donc ça, c'est pour l'utilisation. Vient ensuite la rubrique concernant la sécurité et le marquage. Donc là, c'est vraiment toutes les informations liées à la sécurité d'utilisation, à la sécurité donc pour, euh, pour l'environnement, etc. Donc, est-ce que le produit est classé ou pas? euh, Comment il faut les utiliser? Donc, toute information vraiment sur la sécurité du produit. Là encore, et je reviens là-dessus, j'insiste là-dessus sur les FDS parce que je vois régulièrement des FDS qui sont pas complètement conformes ou qu'il y a des informations qui manquent, etc. Donc, il faut vraiment que les FDS soient bien, bien établis. La cinquième rubrique, plutôt, ce sont ce qu'on appelle des informations complémentaires, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, des informations sur le teneur en chlore ou des informations sur l'environnement, voilà. Donc ça, là, ce sont des informations que le fabricant porte à la connaissance de l'utilisateur. Et enfin,
donc des informations sur la traçabilité, donc le packaging, les informations classiques qu'on connaît tous, donc le lot de fabrication, le coordonnées, le site web et notamment le lien pour trouver des informations complémentaires par rapport aux fiches techniques, par rapport à l'étiquette, etc., que l'utilisateur peut consulter pour bien utiliser le produit. Donc, voilà un petit peu les six rubriques que nous, on conseille pour l'étiquette. Merci à vous tous pour la participation. Merci à Hayat, merci à Anne-Sophie pour Merci à vous. l'intervention, pour les questions-réponses, etc. Donc, je rappelle que vous pouvez toujours continuer à nous poser des questions et que selon les questions, soit on répond directement et s'il faut, on organisera un webinaire ou autre chose carrément physique, etc., avec d'autres intervenants. Là, on a vu pour la partie labo, l'intervention de Fabrice, etc. Parfois, on peut pas répondre à toutes les questions, hein. On travaille en collaboration avec pas mal de laboratoires, etc. Et s'il faut organiser autre chose, on l'organisera. Voilà, merci à vous tous